90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Antoine Poincaré, directeur de l'AXA Climate School. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà nous redire ce que AXA Climate fait au quotidien? Oui, bien sûr. En 2 mots, AXA Climate, petite filiale d'AXA qui bosse sur les sujets environnementaux et notamment en faisant autre chose que de l'assurance. Moi, par exemple, je fais de la formation, on fait du conseil pour les boîtes sur comment les accompagner dans la transition et puis de l'adaptation au changement climatique. Les entreprises qui doivent quotidiennement faire avec ce sujet, et pendant ce temps, il y a cette COP, il y a la diplomatie qui travaille, la COP 28 à Dubaï, dernière communication sur le sujet, parce qu'on attend cet accord d'ici quelques minutes. Il devait tomber ce matin à 8h, mais enfin bon, il n'est pas tombé ce matin à 8h. Le directeur général de la COP 28 dit souhaiter que l'avenir des combustibles fossiles figure dans l'accord final du sommet. Est-ce que vous arrivez à décrypter cette phrase, Antoine Poincaré? Alors, donc, ce qui s'est passé, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que historiquement, on disait jamais combustible fossile dans les accords de COP. Jamais. Jamais. Les pays producteurs disaient on va réduire les émissions. Et puis on va pas dire comment, on va pas dire qu'on sort ou qu'on réduit les fossiles. À Glasgow, de haute lutte, on avait fini par parler du charbon et on avait dit ok, on va organiser la baisse progressive du charbon. Et là, on savait que devait arriver le gaz et le pétrole. Le texte qui est sorti hier, qui est donc un texte brouillon et qu'on rend public volontairement, est assez moins-disant et pas très bien vu en Europe. Ça dit on pourra sortir sans préciser, on va réduire sans préciser de date, sans préciser à quel rythme, et puis ça dit mais on pourra aussi capturer du carbone, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des ENR, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a du nucléaire. C'est un peu un texte sapin de Noël où tout le monde va s'y retrouver un peu. Donc forcément pas bien vu en Europe, ni par Agnès Pannier-Runacher qui est sur place pour la France. Qui a beaucoup réagi ce week-end. Voilà, ni par le commissaire européen qui est donc le néerlandais Wopke Hoekstra qui a dit c'est absolument scandaleux, d'ailleurs moi j'ai pas de billet d'avion avant vendredi, dit-il aux journalistes hier, pour bien montrer que s'il faut rester, lui il veut bien rester. Et aujourd'hui, les Émiratis reprennent la parole pour dire on a sorti ce texte hier pour que ça réagisse et tout le monde est revenu vers nous avec ses lignes rouges et donc maintenant on peut travailler. Et c'est vrai que comme souvent dans les accords de COP, c'est maintenant qu'ils travaillent. On est vraiment dans les dernières minutes et c'est là que tout se tend un peu. Donc évidemment, l'accord final est très regardé, mais est-ce qu'on peut revenir? Il y a eu quand même 15 jours de négociations. Est-ce qu'on peut regarder vraiment les points positifs sur lesquels on peut s'attarder sur cette édition Alors, COP? les 2 grands sujets qui ont bougé. D'abord, le fameux fonds pertes et dommages, loss and prejudice. Dans les premiers jours. Dans les premiers jours, qui était en fait un résultat de la précédente. Celle, on avait parlé à Sharm el-Sheikh, mais ils n'avaient jamais réussi à l'opérationnaliser. Et là, ce qui a débloqué pas mal de choses, c'est que les Émiratis ont dit ok, nous on met 100 millions sur la table. C'est beaucoup, 100 millions d'euros. C'est à peu près autant que la France, à peu près autant que l'Allemagne. C'est de l'ordre de 10 fois plus que le Japon, 5 fois plus que les États-Unis. Donc, c'est aussi de la géopolitique de mettre 100 millions d'euros. Il fallait au moins 200 pour que le fonds existe en tout. On est à peu près à 600. Donc, c'est bien parce que le fonds existe. À l'inverse, c'est très, très insuffisant sur ce qu'il faut pour effectivement aider les pays en développement à faire face aux effets du changement climatique. On est plutôt habitué à l'échelle du milliard et des dizaines et des centaines de milliards sur ces questions-là. Le nucléaire, peut-être, ça fait partie aussi des points positifs à retenir. Je ne sais pas si c'est un point positif. En tout cas, effectivement, les partisans nucléaires ont réussi pour la première fois à ce que le mot nucléaire figure dans, si c'est le texte d'hier qui survit jusqu'au bout, à ce que le nucléaire apparaisse. Donc oui, plutôt victoire pour le nucléaire d'apparaître dans ce texte. Jean-Marc. Oui, moi je pose une question de méthode, c'est-à-dire qu'on focalise beaucoup sur les producteurs de charbon, Or, vous le disiez vous-même, à Glasgow, on avait dit qu'on allait sortir le charbon, et l'année dernière, on n'a jamais autant consommé de charbon. On a dépassé pour la première fois les 8 milliards de tonnes consommées. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de définir une méthode autour du consommateur, c'est-à-dire augmenter les prix, annoncer aux populations qu'il va falloir se serrer la ceinture. En fait, dire c'est le problème de l'OPEP et pas le problème de l'automobiliste qui part en week-end, est-ce que c'est pas une façon d'éluder le problème et finalement de ne pas répondre aux vrais enjeux? La difficulté, c'est ce qu'on peut attendre des COP. Et si le résultat est pas bon, alors ça sera un peu un échec du multilatéralisme. Jusqu'à maintenant, lors de ces COP, les pays se mettaient d'accord pour prendre des engagements qui leur laissaient beaucoup de liberté sur comment le faire. Moi, je vais le faire en coupant de la production. Moi, je vais le faire en mettant des taxes. On a bien vu, si on s'éloigne un peu du charbon en prenant l'essence, que l'acceptabilité politique de mesures d'augmentation des prix est très faible. Et d'ailleurs, quand le prix de l'essence est monté, on a commencé par dépenser beaucoup de subventions fossiles pour que ce soit acceptable et dire Total nous a mis un prix à 1,99€ max, etc. Donc ça, c'est la complexité de comment chaque pays va l'adresser. Vous prenez un pays comme le Nigeria, par exemple, c'est un pays qui subventionne le pétrole dans des proportions incroyables. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, le pétrole était de l'ordre de 30 centimes le litre. Le président est arrivé, du jour au lendemain, il a dit ça coûte trop cher, ces subventions, on arrête tout. Le litre de pétrole, d'essence, a fait x3 dans la journée. Et le pays était un peu à feu à sang. Alors après, libre à chaque politique de voir jusqu'à quel point il peut secouer le truc.
y compris sur des mesures qu'on appelle donc demand side, qui consistent à se dire, ok, c'est la demande qu'on va faire baisser. Mais ça peut pas être le mandat de ces pays-là. Là, ils se réunissent à 200. Il faut bien qu'ils se mettent d'accord sur des choses qui laissent de la liberté et de la souveraineté. Oui, encore une fois, on focalise sur quelques pays on dit c'est l'OPEP alors que c'est la Chine en réalité qui est le problème. Ouais. Alors, le texte qui est intéressant hier, ce texte qui est jugé insuffisant, c'est quasi mot pour mot ce sur quoi se sont mis d'accord les Américains et les Chinois il y a 15 jours, qui ont repris des discussions climat qu'ils avaient historiquement arrêtées. Ils ont sorti un premier texte qui dit exactement ça, c'est-à-dire en gros la substitution du fossile par des ENR, sans dire quand, sans dire en quelle quantité. Donc le rôle de la Chine est capital. Le négociateur chinois qui est là depuis 15 ans prend sa retraite. C'est sa dernière COP. Tout le monde dit qu'il était très bon, qu'il comprenait tout, qu'il connaissait un peu tout le monde. Donc il joue un rôle dans les négos finales importants. Et puis ils sont un peu à la tête de ce groupement G77 plus Chine, où on sait que si on fait basculer la Chine, il est probable que les pays en développement suivent. Donc ouais, rôle très très important des Chinois, au moins dans ces négos finales. L'importance des COP aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'elles aient lieu absolument? Parce qu'on est quand même dans une période où le pétrole est encore maître du monde. Est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait absolument encore des COP, ou est-ce qu'il faut changer la forme? Est-ce qu'il y a encore une utilité dans ces formes-là? Tous les ans, il est très intéressant. On pourrait se dire finalement, il y a marqué pétrole, il n'y avait jamais eu marqué pétrole avant. Prenons les points positifs et enchaînons. Le problème qu'on a, c'est maintenant à 2030. C'était le gros enjeu de cette COP aussi, dont on n'a finalement pas tant parlé que ça, ce qu'on appelle le Global Stock Take. Donc l'accord de Paris avait dit, on se retrouve dans 5 ans, on fait un bilan, et tout était pensé pour que les pays soient amenés à prendre des engagements plus engageants encore, justement. Or, ils arrivent tous avec un bilan, enfin tous, globalement, la planète arrive avec un bilan assez négatif. Si vous prenez 2019, donc juste avant le Covid, on pense qu'on va finir à 2030 à moins 2%. On sait que pour tenir les scénarios à 1,5, il faut faire moins 43%. C'est pour ça que les pays européens voudraient qu'il y ait marqué on va tenir des scénarios à 1,5 dans cet accord, et que la plupart des pays disent non, nous jamais de la vie, parce que si on s'engage sur du 1,5, ça veut dire qu'on s'engage sur quelque chose qui est entre 2023 et 2030 est très raide. Donc c'est la difficulté. Est-ce que la fréquence tous les ans est la bonne? Oui, probablement, parce qu'on a 7 ans là devant nous, très 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 clés. Est-ce qu'après il faut aller vers du multilatéralisme ou un énorme accord USA, Chine, Europe par exemple, en se disant les autres suivront bien? Ça, je n'ai pas d'avis très ferme, mais on voit bien que oui, cet aspect du consensus, ils ne votent pas le texte, mais en revanche, chacun a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec l'article 12B », ça pose des problèmes. Merci beaucoup Antoine Poincaré, directeur de l'AXA Climate School, d'être venu nous voir.